Si on a quelqu'un qui traverse l'autoroute les yeux fermés 100 fois de suite, il y a peu de chances que sur 100 fois, il arrive 100 fois, de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Oui, monsieur le professeur. Allez. Ici, on n'est pas en train de vous dire de mettre un stop de court terme sur Air Liquide si vous voulez la détenir pendant 10 ans et inscrire vos actions au nominatif, ni de mettre des stops sur du DCA. 2 exemples de 2025 qui sont très frais, donc beaucoup s'en souviennent. Abionyx, qui a pris, quasiment 300 en très peu de temps. Bonjour Christophe. Salut Nicolas, bonjour. Écoute, 10 ans, j'ai pris un coup de vieux, quand je t'ai entendu dire ça. 10 ans qu'on fait des webinaires. Merci beaucoup Christophe d'être à nos côtés aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter et revenir sur ton parcours? Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, j'ai ouvert je crois que mon POA d'ailleurs, c'est 2005, très exactement et je suis sur les marchés, depuis 2005, principalement en PEA parce que, fiscalité très clémente, oblige. Je fais du trend following, du swing, principalement analyse graphique, très peu de fondamentales, et puis voilà, vous pouvez me retrouver sur investirzen.com. On va afficher ta présentation. Tu nous as, comme d'habitude, préparé un magnifique cours, belle présentation avec plein d'exemples graphiques Oui. et je vais t'écouter religieusement tout en notant quelques questions de nos auditeurs qu'on pourra te poser à la fin de cette présentation. C'est à toi, tu as les clés du sommet de l'investisseur. Ouais. Eh ben, écoute, on y va. Si tu as des questions, tu pas. OK. On va passer rapidement sur ce slide-là, ma présentation. Donc effectivement, je fais des séminaires webinaires, des formations, les indicateurs et cetera et puis vous pouvez me retrouver sur Twitter, X. J'ai toujours pas l'habitude de dire X, mais bon, et on peut rejoindre plus de 33 000 passionnés sur X InvestirZen. Allez, pour votre confort, alors ça, c'est important. Vous embêtez pas à faire des captures d'écran, ne vous embêtez pas à prendre des notes, en toute hâte et cetera. J'ai été le premier à suivre, je crois des centaines et des centaines de webinaires. Il y a rien qui m'énerve le plus que de devoir, faire des captures, prendre des notes et cetera. Vous louperez aucune information capitale puisqu'à la fin, je vous filerai un lien où vous pourrez télécharger le PDF complet avec, tout dessus. Donc voilà, on peut prendre le popcorn, la boisson et on est prêt. Alors, le sommaire aujourd'hui, on va voir effectivement 5 concepts clés qui vont changer votre performance à vie. La première, c'est de ne plus agir au hasard, mais d'agir comme un pro. Le deuxième, le simple changement qui peut rendre profitable. En 3, savoir doser parfaitement, c'est tout un art. Ça, c'est pour tout, c'est valable pour tout. La configuration explosive que les experts utilisent. Et enfin, savoir tirer le meilleur parti des marchés. On va faire vite parce que c'est très dense et apparemment, on a assez peu de temps. Donc en préambule, on va regarder. J'ai fait une capture que j'ai partagée, sur le salon, de la formation, il y a un petit moment. Une capture qui est très intéressante. Ce sont les plus gros mouvements sur 6 mois des 10 dernières années. Donc c'est les actions qui ont bougé de manière assez importante sur 6 mois et ceci sur les 10 dernières années. Si on regarde toutes les actions, vous constaterez déjà la première chose que, il y a beaucoup de noms que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que la majeure partie sont des sociétés qui brûlent de l'argent, c'est-à-dire qu'elles brûlent du cash et elles perdent de l'argent, assez régulièrement. Et malgré tout, on voit que dans les plus gros mouvements des 6 derniers mois, la majeure partie de ces sociétés, c'est pas celles qui ont des bons fondamentaux et cetera. On va regarder 2 exemples de 2025 qui sont très frais, donc beaucoup s'en souviennent. Abionyx, qui a pris, quasiment 300 en très peu de temps et on voit en dessous, chiffre d'affaires et cash flow négatif bien évidemment, comme une société, comme une, on peut dire le mot ou pas Nicolas? Comme une bourse qui se respecte? C'est ça. Donc des sociétés qui brûlent du cash. Un deuxième exemple, Capital B qui s'appelait, anciennement The Blockchain Group, qui a commencé par prendre 514 en, fin 2024 et qui a pris encore quasiment 1000 avril, mai, juin 2025. C'est de la société également qui brûle du cash et effectivement, une petite citation sympathique, comme je les aime: «Les gens n'achètent pas des bons fondamentaux, ils achètent des belles histoires». Donc effectivement, les gros mouvements, ils sont surtout faits par les belles histoires et non pas forcément par les beaux fondamentaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt analyser les graphiques. Voilà pour ce préambule. Alors, le concept numéro un, est-ce que tout le monde est prêt?
Ouais, je vois. OK, et ben, on y va. Le concept numéro un, hasard ou probabilité? Donc ce qu'on va faire, on va plus agir au hasard, on va agir comme un pro. Pourquoi? On va analyser ce que fait le trader perdant. Le trader perdant, il joue au hasard en mode espoir. Alors il y a plusieurs points. Premier point, c'est qu'il prend position n'importe quel jour, voire même un peu tous les jours. Il choisit ses actions au hasard parce qu'il a vu une analyse, il a lu un forum, il a vu un post sur les réseaux. Il achète n'importe quand ses actions sans choisir les spots d'entrée les plus avantageux. Il choisit sa taille de position au hasard. Il ne connaît pas à l'avance le montant de sa perte lorsqu'il clôturera sa position, hein. Donc il va découvrir le montant de sa perte seulement quand il va enfin se décider à sortir et il n'a donc aucune maîtrise de ce qu'il risque. Il n'a pas de stratégie établie et change régulièrement sa manière de faire, allant d'échec en échec, motivé par le simple fait que de temps en temps, le hasard fait de lui un gagnant temporaire. Grosso modo, il ne fait pas la différence entre hasard et probabilité. Alors, la différence justement entre hasard et probabilité, quelle est-elle? On va se baser sur un exemple, mais très très simple, qui permet vraiment de comprendre la différence entre les deux. On a un homme qui traverse l'autoroute en courant, les yeux fermés. Ne faites jamais ça à la maison, hein. Donc, on a un homme qui traverse l'autoroute en courant, les yeux fermés. Arrivé de l'autre côté, il se retourne et dit à son ami: restez de l'autre côté. Tu vois, j'avais raison. Ça, c'est le hasard. Et de temps en temps, on va avoir raison en tradant au hasard, et c'est tout simplement ce qui va nous motiver à continuer et à perdre du capital, perdre du capital, perdre du capital. Et la vraie différence, c'est que si on reproduit l'opération 100 fois, là, on a affaire à ce que sont les probabilités. Si on a quelqu'un qui traverse l'autoroute les yeux fermés 100 fois de suite, il y a peu de chances que sur 100 fois, il arrive 100 fois de l'autre côté. Il y a même peu de chances qu'il arrive ne serait-ce qu'une fois de l'autre côté. Donc nous, on va se baser sur les probabilités. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte les probabilités? On va prendre 3 exemples très simples et très concrets qui vont permettre de réaliser. Le premier, si vous avez 20 ans aujourd'hui et que vous prenez 3 trades par semaine jusqu'à vos 70 ans, vous aurez pris en tout 7 800 trades. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais c'est peut-être exagéré, de 20 ans jusqu'à ma retraite, 3 trades par semaine». OK, alors prenons un scénario moins avantageux. Si vous avez 50 ans et que vous prenez 2 trades par mois, jusqu'à vos 70 ans, vous aurez pris quand même 480 trades. Et si vous avez 60 ans et que vous prenez un trade par mois jusqu'à vos 70 ans, vous aurez tout de même pris 120 trades. C'est-à-dire que même dans le cas le plus défavorable, si vous avez 60 ans et que vous prenez un trade par mois jusqu'à vos 70 ans, eh bien vous prendrez quand même plus de 100 trades. Donc c'est là où on se dit que bah, c'est peut-être bien finalement de prendre en compte les probabilités et de ne pas faire les choses au hasard. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Sur ce premier concept, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir des probabilités grâce à un model book, pardon. Alors, ceux qui suivent la formation Investir Saine sont bien habitués à ce model book. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est simple. On va capturer tous les trades qu'on va prendre. On va capturer tous les trades qu'on aurait aimé prendre et on va capturer tous les trades qu'on va retrouver dans les palmarès, je sais pas, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, pour voir tous les gros mouvements d'ampleur et puis bah, déterminer quels sont les trades qu'on aura dû prendre, sur quelle action, comment, pourquoi. Et donc on tient à jour notre model book. C'est notre routine quotidienne, la plus utile et la plus profitable. Si vous avez dès aujourd'hui quelque chose à changer dans votre manière de faire, c'est celle-ci. Chaque jour, je prends des captures, je les mets dans un model book et je les analyse. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à identifier une configuration, par exemple. Et puis, bon, on va trouver une deuxième configuration qui est très très proche de la première, qui ressemble beaucoup, étrangement même. Et puis on va en trouver une troisième. Certains vont penser que c'est du pur hasard. Mais quand il s'agit de dizaines ou des centaines de configurations totalement identiques, on ne peut plus parler de hasard. Et là, on voit l'intérêt d'étudier un modèle book et de le tenir à jour tous les jours. Parce on va repérer ces configurations. Là, on va en repérer 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. On va pas en repérer une vingtaine. Vingtaine, c'est trop, ça sert à pas grand-chose. Mais ne serait-ce qu'une seule configuration, si vous la tradez tout le temps, et que vous la repérez tout le temps, et vous faites que ça, d'une part, vous aurez des probabilités dessus, et puis d'autre part, vous serez capable de les repérer très facilement et de les trader tout le temps. On identifie
4, 5, 6 configurations à fort taux de réussite qui apparaissent souvent. Ça, c'est important aussi, qu'elles apparaissent souvent. Pourquoi? Bah, parce que ça nous permet de les trader. Si on a une configuration à très forte probabilité, mais qu'elle arrive que 2 fois par an, c'est pas très intéressant. En revanche, si elle arrive 40 fois par an, là, c'est génial. On a des fortes probabilités et ça arrive assez régulièrement. Donc en résumé, sur ce premier concept, quoi qu'il arrive, il est certain qu'on prendra plus de 100 trades sur une vie. Il est donc prudent de compter sur les probabilités plutôt que sur le hasard et la chance. Sur 100, 1000 ou 3000 trades, les probabilités feront toute la différence. Il est donc utile de tenir à jour un model book, comprenant tous les trades qu'on a pris, succès comme échec d'ailleurs. Ça peut être intéressant de capturer également ces échecs pour repérer à chaque fois les pièges dans lesquels on tombe, et puis éviter finalement de retomber dedans à chaque fois. Mais on va prendre aussi en capture tous ceux qu'on aurait dû prendre ou qu'on aurait pu prendre. Et ça, c'est notre job au quotidien. Si on a un seul job, c'est celui-ci. Ce modèle book permettra d'élaborer une stratégie en procédant par similarité sur des configs à très forte probabilité. On pourra ensuite les repérer sur d'autres actions, souvent avant même, et c'est là que c'est intéressant, avant même que la hausse se produise. Concept numéro 2, on va supprimer les grosses pertes. Effectivement, ça c'est très très important parce que si vous regardez votre equity curve, si vous regardez l'historique de tous vos trades, etc., ce qui fait mal, c'est quoi? C'est ces grosses pertes. Si on les élimine, on est profitable. Alors, on va partir sur un constat très simple. On tire de manière aléatoire euh, des issues de trade. Qu'est-ce que j'entends par issue de trade? Gagnant, perdant, et puis à chaque fois combien? Est-ce que c'est une petite perte? Est-ce que c'est une grosse perte, etc. Donc ici, on voit qu'on a un petit peu tout. Au maximum, on gagne, on va dire 400 euros, et au maximum, on perd 550, 600 euros. Dedans, on a des petits gains, on a des petites pertes, on a des grosses pertes, on a des gros gains. On voit qu'ici, on a quelques-uns, mais on a également des grosses pertes. Et on a ici notre equity curve et on voit que notre capital qui était 10 000 euros au début, on a creusé la perte, on a creusé l'equity curve et on va devoir réduire cela. Et donc, si on réduit cela, on prend toutes nos grosses pertes, on les limite pour que ça devienne des petites pertes. Et les trades qu'on a ici, ce sont strictement les mêmes qu'on avait juste avant, les mêmes qu'ici. Sauf qu'on a réduit nos grosses pertes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre equity curve qui était perdante et on perdait tout, quasiment tout notre capital, et bien là, on devient profitable. Les petites pertes, elles sont compensées par les petits gains, mais aussi et surtout par les gros gains. Donc en éliminant les grosses pertes, il nous reste les petites pertes et les gros gains, et les petits gains, pardon, les deux s'annulent, et les gros gains, ils font évoluer l'equity curve. Conserver la maîtrise totale de ces pertes, c'est la clé pour devenir profitable. Je le répète, conserver la maîtrise totale de ses pertes. Et on peut le faire, on va le voir juste après. Je te coupe pas Christophe parce que Dis-moi. j'écoute comme un élève en classe, subjugué par son professeur. J'adore, Est-ce qu'il y j'adore. a des questions déjà? Écoute, non, tout le monde est comme moi. Bon, Alors, il y a Bernard qui demande si voilà, est-ce que c'est en pourcentage de l'investissement et cetera? Tu vas parler des oui, stocks, on va de parler. comment tu calcules, vas-y, Tout continue. à fait. Je vois juste passer Capital B, ma meilleure bouse PNL de 2024. Pour moi également avec Abionyx et Abivax. Comme quoi, c'est que des bousons. Allez, on revient sur la citation. Si vous voulez de véritables informations qui peuvent vous rapporter plus d'argent, regardez les cicatrices qui font mal à votre compte. Et arrêtez de faire mal, et arrêtez de faire ce qui vous fait mal et vos résultats s'amélioreront. C'est exactement ce qu'on a vu juste avant. On limite les pertes pour qu'elles restent petites à chaque fois. C'est de Kurt Capra. Alors, à quoi ça sert de limiter les pertes et comment on va le faire? À gauche, on a un exemple. Je l'ai plus de tête. C'est un exemple de cette année. Je me souviens plus qui c'était, quelle action c'était. Bref, sans stop, donc ça c'est une bougie jour, elle fait mal celle-ci. Sans stop, on perd 14% et même plus parce que vous voyez qu'après ça continue à chuter. Si on avait mis un stop ici, sur le plus bas de cette bougie-là par exemple,
on aurait perdu seulement 2,16. Voilà comment on a limité une perte, grosse perte qui initialement était de 14, voilà comment on l'a limité à 2,16 avec un stop loss. Un stop loss, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ordre automatique qu'on met chez votre broker, chez votre prestataire, qui vend automatiquement en dessous d'un certain seuil. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez être au boulot la journée, vous pouvez être ailleurs, ça va le faire tout seul, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Donc ça peut être très intéressant. Et également le stop loss pour ne jamais laisser les pertes s'aggraver. Le cerveau a une tendance, folle à laisser les pertes s'aggraver. Jonathan, Tradozer, que tu reçois souvent, hein, a eu une phrase un jour, ça m'a marqué. Il disait: «C'est comme la fable de la grenouille. Si tu plonges une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va s'échapper et pas se laisser ébouillanter. Si tu la plonges dans de l'eau tempérée et que tu montes la température jusqu'à ébullition, elle va se laisser ébouillanter». Le cerveau, il est exactement pareil. Donc pour éviter de laisser les pertes s'aggraver, qu'est-ce qu'on va faire quand on prend une position? Bah, on met un stop loss, tout simplement. Et ce stop, c'est lui qui va prendre la décision de couper si le trade ne part pas dans le sens qu'on a prévu initialement. On va prévoir un scénario. Si le scénario se passe bien, tant mieux, on n'a rien à faire. S'il se passe mal, le cerveau n'a pas la douleur d'accepter qu'il a eu tort. C'est le stop loss qui, de lui-même, va couper la position. C'est ce qui nous permet de conserver des pertes petites. Et puis, attention aussi aux dates de publication, parce que une date de publication, c'est quelque chose qui peut engendrer un gap baissier dès le lendemain. Ici, je vous ai mis quelques exemples hein, de cette année. Voilà, un gros gap baissier, un gap baissier encore plus gros, un gap baissier également gros, là plus petit, mais ça s'est aggravé pendant toute la journée. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre position sur une valeur, bah, c'est qu'on va regarder quelles sont les dates de prochaine publication sur cette valeur-là. Si on prend une valeur aujourd'hui et qu'elle publie demain, on est mal, on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais si la publication va être bonne, mauvaise, si elle va être bonne mais bien interprétée, ou alors si elle va être bonne et mal interprétée, si elle va être mauvaise et bien interprétée, si elle va être mauvaise ou mal interprétée. Donc on ne joue pas à deviner, on ne fait pas du hasard, on joue les probabilités. Donc attention aux dates de publication. Parce à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a une boîte qui publie et que la publication est mal appréciée ou mauvaise, et cetera, le gap baissier qu'il y a le lendemain, on n'a aucune maîtrise sur notre perte. Ou alors, ça m'arrive aussi, si je rentre sur une valeur aujourd'hui et que j'ai pas, si je rentre une valeur aujourd'hui et qu'elle publie dans une semaine et que d'ici une semaine, j'ai pas suffisamment de gains pour, comment on dit? Encaisser une mauvaise nouvelle la semaine prochaine, je sors de cette valeur, principe de précaution. Donc en résumé, le stop loss, c'est comme la ceinture de sécurité. On pense ne pas en avoir besoin jusqu'au jour où, petite anecdote, et j'imagine que pour vous c'est pareil, jusqu'à aujourd'hui, et je croise les doigts, je n'ai jamais eu besoin de ma ceinture de sécurité. Pourtant, je vous cache pas qu'à chaque fois que je prends ma voiture, je la mets, ma ceinture de sécurité. Et puis on a toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais je connais quelqu'un qui avait sa ceinture de sécurité, il est mort quand même. Bah oui, bah, on va mettre nos stop loss et puis on préfère 98% qu'il soit utile plutôt que de penser aux 2% où il va pas servir à grand chose. Dès que j'entre en position, je positionne systématiquement mon stop loss. Lorsque je suis en position que je prévois de l'être, je me renseigne sur la prochaine date de publication pour éviter tout gap baissier qui rendrait ma perte plus importante que prévu. Et enfin, pour encadrer et limiter ma perte à un montant prédéfini, je vais calculer très précisément la taille de ma position. C'est ce qu'on va voir dans le concept suivant. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Oui, monsieur le professeur. Allez, c'est parfait. Allez, concept numéro 3, savoir calculer sa taille de position. C'est une vraie compétence et savoir doser parfaitement, c'est tout un art. Ça s'applique à tous les domaines. Allez, encore une petite fable, une petite illustration concrète qui va permettre de comprendre. On a une voiture qui arrive dans un virage. Si elle roule à 50 km/h, elle passe le virage sans encombre. Si elle roule à 90 km/h, elle passe le virage à une vitesse plus rapide, à la limite du dérapage. Et si elle roule à 120 km/h, elle dérape et file droit dans le décor. La seule différence entre ces trois scénarios, c'est quoi? C'est le dosage de la vitesse.
Ce dosage de la vitesse, nous, on va l'utiliser. Qu'est-ce qui va nous permettre de doser notre vitesse? C'est la taille de nos positions lorsqu'on va acheter des actions. Si on dose mal nos tailles de position, on risque la sortie de route brutale et fatale. N'hésitez pas à mettre dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir une taille de position surdimensionnée et puis là on a la sortie de route. C'est ce qui rend la majorité des equity curves, la majorité des courbes de progression négatives, et c'est ce qui fait qu'on perd du capital. La taille des positions fait toute la différence. La question n'est pas de savoir si le trade est gagnant ou pas, mais si on est vivant ou pas en cas d'échec. C'est-à-dire qu'on va penser à chaque fois ce qu'on appelle, ceux qui suivent la formation, ils ont l'habitude, WCS, worst case scenario, c'est-à-dire le scénario du pire. On va prévoir le pire des cas. Il faut qu'on survive au pire des cas. Les bons traders peuvent encaisser plusieurs échecs sans que ce soit fatal pour leur compte. Alors, on va prendre un exemple très concret. Si je veux limiter ma perte à 100 euros, je vais prendre une position sur une action. Je veux limiter ma perte à 100 euros, quoi qu'il arrive. J'ai deux éléments qui sont indispensables pour limiter ma perte. Le premier, c'est l'utilisation systématique d'un stop loss. C'est le concept qu'on a vu juste avant. Le deuxième, c'est le calcul systématique du nombre de titres que l'on va pouvoir acheter tout en respectant son risque. C'est comme ça qu'on va doser notre vitesse. Je vous interromps juste un instant. Si jamais vous souhaitez accéder à des guides sur les ETF, l'analyse technique ou la fiscalité, recevoir des idées d'investissement sur l'IA, la robotique ou encore l'uranium, et connaître les actions préférées de gérants professionnels, abonnez-vous à ma newsletter gratuite et vous recevrez 2 contenus exclusifs par mois. Plus de 50 000 investisseurs sont déjà abonnés et pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Allez, on y retourne. Est-ce qu'on va en acheter trop? Est-ce qu'on va en acheter pas assez? Est-ce qu'on va en acheter juste à la limite pour qu'on soit tranquille et qu'on ait des gains? Et puis si jamais il y a une perte, c'est une perte non douloureuse. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Quelque chose qui est important à rappeler, pardon, c'est que si je ne mets pas de stop loss, je ne peux pas calculer le nombre de titres à acheter pour respecter mon risque. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer en position, je vais savoir où et je vais déterminer où est-ce que je vais placer mon stop loss. Où je vais le placer, ça a assez peu d'importance, mais il faut que je sache, puisque c'est en fonction de ça que je vais calculer le nombre de titres. Donc, je vais calculer la première chose, combien je perds si j'achète une action n'importe quoi, une action Hermès par exemple. Non, on va pas prendre Hermès, le, le cours est un peu élevé. Allez, une action n'importe quoi. À ce prix-là, c'est Orange. Allez, Orange, une action Orange. Merci Nicolas. J'envisage d'acheter une action à 10,40 €. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je décide du niveau d'invalidation de mon scénario, c'est-à-dire un niveau à partir duquel je vais mettre mon stop loss et ça va vendre automatiquement si mon scénario n'est pas respecté et que les cours partent vers le bas. À 9,65 €. Donc on va savoir que pour une action, je perds 0,75 € si mon scénario est invalidé. Ça, c'est pour une action. Et je veux un risque maximum à 100 € au total. Je veux perdre 100 € au total. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 100 € par 0,75 et je vais déterminer comme ça que je peux acheter 133 actions. Je divise mon risque total, 100 € par le risque pour une action et je sais exactement combien je peux acheter d'actions. Je respecte mon risque, bien évidemment, puisque si je multiplie 133 par 0,75, j'ai perdu 99,75 €. On est bien en dessous des 100 € qu'on avait déterminés au début. Alors, pour être très précis, il faudrait effectivement qu'on prenne en compte les frais de transaction, le risque sur capital, le slippage, c'est-à-dire le glissement qu'il peut y avoir au moment où vous achetez, dans le carnet d'ordre, et cetera. Si vous achetez une grosse position, il est possible qu'on fasse un petit peu dériver les cours, et cetera. Mais cela complexifie grandement les calculs. Donc ce que je vous conseille, c'est que j'ai mis en place un petit outil gratuit sur investirzen.com. Vous allez en haut, vous cliquez sur calcul de taille de position et vous avez ce petit tableau qui vous calcule automatiquement votre taille de position en fonction des éléments que vous y rentrez. Vous rentrez votre capital, votre risque, le cours d'entrée, le stop loss, et puis après différentes choses comme les frais, vous pouvez laisser par défaut, et ça calcule très exactement le nombre de titres, la taille de position,
le risque que vous avez en pourcentage, le risque que vous avez, hem, en risque effectif et cetera, le risque que vous tolérez et cetera. Donc vous pouvez l'utiliser au quotidien, c'est un outil qui est gratuit. Christophe, est-ce que Oui, tu peux regarder au niveau du branchement de ton casque sur l'ordinateur? Parfois, j'ai un petit bourdonnement. tu l'as toujours? Ouais, je sais pas ce qui fait ça. Ah, C'est par moment, j'essaierai de nettoyer la bande son si nécessaire. Je vais te poser OK, quelques questions sur les stops parce que je vois que tu passes ouais. sur la boutique cadeau, concept que je connais bien. Hem, Kevin dit par exemple: «Est-ce qu'un stop loss est pertinent sur un ETF ou un indice?» Oui, tout à fait, c'est pertinent. Parce que l'ETF peut très bien s'écrouler. Je dis n'importe quoi, il peut y avoir un ETF sur un secteur, bien hype du moment, au hasard, l'IA, ça peut être n'importe quoi, et demain, ça peut retomber. Mmh. Donc un stop loss sur ETF, c'est pas déconnant. Après sur un ETF très diversifié, pareil, moi j'en mettrais un, parce que de toute manière, on n'est pas à l'abri que, un marché s'écroule. Alors, Prenons le marché de la France avec la dette et cetera, on n'est pas à l'abri que demain, le CAC s'écroule. qu'on s'entende bien et que pour nos auditeurs comprennent bien, on n'est pas en train de vous parler d'investissement de très long terme à 10, 20 ans. On n'est pas en train de parler dollar cost averaging. On n'est pas en train de parler investissement passif. On est en train de parler des règles de bienséance pour ceux qui veulent faire ce qu'on appelle du swing trading. Ça peut durer quelques heures, souvent quelques jours, parfois quelques semaines sur les valeurs les plus dynamiques du marché pour réussir à surperformer les marchés. C'est un Si je devais comparer, en fait, le DCA, c'est de la marche à pied, voire de la randonnée. Le swing trading, comme tu le fais sur des valeurs volatiles pour aller capter un maximum de performance, c'est du trail, ou de l'ultramarathon. Voilà. Donc, ici, on n'est pas en train de vous dire de mettre, un stop de court terme sur Air Liquide si vous voulez la détenir pendant 10 ans et inscrire vos actions au nominatif, ni de mettre des stops sur du DCA. Ici, on vous explique qu'il y a des manières, donc ton conseil numéro un, c'était de déceler des configurations qui sont bien plus explosives que de simples actions qui sont déjà haussières, à long terme et parfois beaucoup plus plan-plan, et que quand on se frotte à ces configurations-là, il faut des règles. On n'est pas en train juste de conduire une voiture en ville, on est en train de faire de la Ferrari sur un circuit de F1. C'est parce qu'on en a envie, c'est parce que ça nous plaît et c'est parce que si on le fait bien, on peut être performant. Tout à fait, parce qu'on veut faire de la perf. Hem, 2 ou 3 personnes ont dit: «Est-ce qu'un stop loss dans une optique de long terme est judicieux?» Ça dépend sur quoi, ça dépend comment, ça dépend votre style. Voilà, si vous faites du DCA, par définition, vous espérez une baisse de 20 à 30 pour renforcer vos positions à -20, -30 parce que vous jouez sur un actif qui est aussi à très long terme. Sur toutes les petites valeurs dont Christophe parle, on parle de valeurs qui parfois peuvent partir de 1 €, monter à 10 € Et et s'écrouler derrière. finir à 10 centimes. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas subir. C'est capter une partie de la hausse, ne jamais se faire prendre dans la baisse. Les règles que donne Christophe sont des règles qui sont valables sur des valeurs dynamiques, punchy, en tendance haussière, de court terme. Et elles s'appliquent aussi pour tous ceux malheureusement qui ont des biais sur les actions et qui achètent des valeurs baissières, des couteaux qui tombent, des actions qui viennent de publier des mauvais résultats et qui s'enfoncent. Et et souvent je parle d'utiliser ces stops de protection, des coupes-circuits pour ces personnes qui malheureusement continuent aussi d'essayer d'aller capter de la performance sur les marchés dans des configurations qui par définition sont baissières et qui donc font que les probabilités dont tu parlais au début Mmh. ne vont pas dans leur sens. Tout à fait. On parle bien de, vouloir faire de la performance et surtout, il faut pas oublier les 5 concepts clés qu'on regarde aujourd'hui, c'est pour changer notre performance à vie. On peut reprendre l'exemple de la voiture de tout à l'heure, je vais revenir, tiens. Si vous roulez à 50 km/h, vous prenez le virage et tout se passe sans encombre, ne changez rien. Par contre, si le virage, vous voulez le prendre à la limite de l'adhérence
éviter d'aller dans le décor et cetera, mais malgré tout faire de la performance, dans ce cas-là, oui, il va falloir des règles et c'est ces règles-là qu'on met en place. Est-ce que c'est plus clair? Mmh, ensuite, Cyril dit: «Est-ce que vous avez un site pour les alertes de publication sur une liste de valeurs prédéfinies?» Oui, vous pouvez le faire très facilement sur, Zone Bourse. D'ailleurs, on aura le PDG de Zone Bourse, Franck Morel, d'ici 1 heure et demie en webinaire. Même en tant que membre gratuit sur le site Zone Bourse, vous vous créez une liste de valeurs, vous mettez les valeurs de votre portefeuille dedans et ça vous donnera toutes les dates de publication et de détachement de dividendes et de publication de résultats. Donc c'est un moyen simple de suivre toutes les actualités, de publication, de news, de contrats qui concernent les valeurs que vous détenez en portefeuille ou les valeurs que vous surveillez. Anto nous dit: «On parle effectivement de trading, mais c'est une autre vision des choses, ce n'est pas la mienne, mais j'écoute pour la culture. Le stop loss, c'est le trading, faire du market timing n'est pas évident». Effectivement, Anto, vous avez raison et la raison pour laquelle je fais passer Christophe dans ce sommet de l'investisseur, c'est parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que 95, si ce n'est plus, des gens qui s'attaquent au trading et au market timing perdent de l'argent. Christophe, lui, il forme les 2 à 5 restants avec des techniques qu'il met en place sur son portefeuille à lui et il se trouve que, contrairement à ce qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux, Instagram et cetera, moi, je fais passer des gens que je connais depuis des années et dont je sais que leurs performances sont 2 à 3 fois supérieures aux performances du MSCI World et c'est parce qu'ils l'ont démontré, puis prouvé par des techniques qu'ils ont ensuite posées sur le papier et mis dans des formations comme l'a fait Christophe, que je le fais passer aujourd'hui. Parce que pour ceux qui voudraient encore une fois tenter de faire du market timing, du trading, du swing trading, des small caps, il a mis en place justement toutes ces règles et ces garde-fous qui permettent de le faire avec de moindres risques. Voilà. Jacques dit: «Les stop loss se font toujours prendre. Le marché fait des mèches à chaque fois». Et les Qu'est-ce que personnes tu sans réponds à stop cela? loss perdent toujours de l'argent. Alors, Non, ce que j'aurais je aussi peux envie de répondre répondre que c'est quand en fait, si son stop loss se fait toujours prendre, il est mal il y a placé. différents cas. Alors, il y a d'une part le fait qu'il soit très possiblement mal placé. D'autre part, c'est qu'il ne traite pas les bonnes configurations. En Tout fait, si vous tradez une valeur qui est haussière en trend following et très volatile et soutenue par des volumes, historiques qui est en pleine explosion haussière, si votre stop loss saute, c'est pas que la valeur, elle est partie dans l'autre sens, elle a baissé. C'est que vous l'avez mis trop près et que vous avez, par exemple, mis un stop à 5 sur une valeur qui peut gagner 15 le matin, retracer 10 l'après-midi et repartir de 30 le jour suivant. tout à Sauf fait. qu'avec un Alors stop loss trop serré, bah, vous êtes sorti parce que vous n'avez pas adapté votre stop loss à la volatilité. tout à fait. Qu'est-ce qui peut aider à placer correctement un stop loss? Bah, c'est le modèle book dont on parlait tout à l'heure. Quand on a analysé des centaines et des centaines de configurations, on sait exactement où mettre son stop loss pour pas se faire avoir par une mèche ou quoi que ce soit, inutilement. Ouais. Quelqu'un disait, «Le stop loss ne protège pas des gaps» et tu as Oui, on en fait a la parlé. réponse parfaite à cela. La ceinture de sécurité, ne protège pas, quand, la voiture tombe dans un ravin. Tout à fait. Voilà. Les gaps arrivent souvent après des communiqués. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien regarder avant les agendas de publication des sociétés pour savoir quand est-ce qu'ils publient pour, bah, soit avoir une marge de manœuvre en cas de mauvaise nouvelle, soit, bah, sortir avant la publication. Au pire, on rentre après, hein, c'est pas grave. Simon dit: «Quel est le risque minimal à prendre selon toi?» Ça va Alors, dépendre du titre et de sa minimal, je dirais pas volatilité. minimal, mais le risque de base que tu peux prendre et te dire: «Voilà, je peux y aller à peu près sereinement comme ça», c'est 0,5 de ton capital. Risquer 0,5. Si tu as par exemple 10 000 €, chaque action que tu vas prendre, tu vas risquer 50 € maximum. Pourquoi 50 €? Parce que 0,5 de ton capital, si tu perds 20 fois successivement, tu as perdu 10 de ton capital et il suffit de faire 11 pour revenir au point d'équilibre où tu étais avant. En revanche, si tu as des grosses pertes et que tu perds 50 de ton capital, là, il faut faire 100 de performance pour revenir au point où tu étais avant.
Donc 0,5 c'est bien, on perd 10 avec 20 pertes successives et quand on récupère, il suffit de faire 11. Donc 0,5 c'est bien pour démarrer. Tant qu'on est sur ce calcul des stops, une question intéressante de Ayten. Est-ce que tu utilises l'ADR, l'ATR? Donc c'est des indicateurs pour ceux qui ne connaissent pas, qui mesurent la volatilité d'un titre. Oui, on peut, tout à fait. Allez, je te laisse, continuer ta présentation maintenant qu'on est passé sur tous Alors, ces sujets. la bougie cadeau, heu, j'en parle parce qu'on en a déjà parlé dans différents webinaires et cetera. Il y a toujours plein de questions à ce sujet-là, donc on va faire le plus simplement du monde. C'est une configuration explosive que les experts utilisent et on va voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une bougie cadeau? Une bougie cadeau, c'est une bougie à faible volatilité, c'est-à-dire une toute petite bougie, qui se matérialise proche d'une zone de résistance. Elle est plus petite que la majorité des autres bougies. On voit sur le graphique ici, on voit les tailles des bougies, c'est des tailles relativement importantes, et puis d'un seul coup, hop, on a une toute petite bougie juste avant la résistance. C'est la bougie cadeau. Quel est l'intérêt de cette bougie cadeau? Eh bien, c'est qu'on va acheter la cassure du haut de cette bougie, on va mettre un stop en dessous de cette bougie, c'est la zone rouge qu'on a ici, c'est notre risque. Là, il est de 3,1%. Et puis, derrière, on va probablement avoir une hausse. Donc on a 2 scénarios, soit la hausse, tant mieux, on a des gains, soit la baisse et dans ce cas-là, on a un stop, on a limité nos pertes, donc on a bien une petite perte et si on gagne, on a un gros gain. Notre ratio gain-risque, effectivement, on ne le saura qu'après, puisque le gain, on ne connaît pas le futur. Donc, il sera de 13,73. C'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire la zone de hausse ici, elle représente 3 fois notre, 13 fois pardon, notre risque initial. Il suffit donc d'un taux de réussite de 7% pour être profitable sur ce type de trade. L'avantage de la bougie cadeau, c'est qu'elle nous permet d'avoir un taux de réussite très bas et d'être encore profitable. On peut être nul et profitable. Donc Phrase voilà. choc, je note. Oui, vraiment, on peut être nul et profitable. Parce que là, il suffit, une fois qu'on a fait son model book et qu'on repère plein de configs qui sont toujours les mêmes et qu'on les prend à chaque fois, ben, il suffit d'un taux de réussite de 7% pour être profitable. C'est rien du tout. En revanche, si on rentre sur une bougie très volatile, on voit cette bougie, elle est très haute, celle-ci. On me demande souvent, mais est-ce qu'on rentrerait pas bougie close? Bah ouais, écoute, essaye de rentrer bougie close. Ça veut dire que la volatilité est énorme. Il faut prendre en compte la volatilité. Donc, on a un stop qui est très loin. On est un stop à 10%. Et le même gain derrière, mais ça, on ne le saura qu'après. Et donc, notre ratio gain-risque ici, il est plus que de 3,1. Il nous faut un taux de réussite de 32%, c'est-à-dire une fois sur trois, pour être profitable. Qu'est-ce que vous préférez? Un taux de réussite de 7% ou un taux de réussite de 32% pour être profitable? Bah, moi, je préfère largement un taux de réussite de 7% parce que je sais que je serai largement, largement rentable. Il me faut donc un taux de réussite 4,6 fois plus important que si j'avais pris la bougie cadeau pour être profitable. Et il me faut être donc 4,6 fois meilleur. Et également, à risque équivalent, ma taille de position sur la bougie cadeau, elle sera 4,6 fois supérieure à celle de la bougie volatile. Si je prends une grosse bougie volatile, comme ici, il faut que je diminue ma taille de position d'autant pour que mon risque, il reste en dessous, par exemple, des 100 euros, comme on voyait tout à l'heure. En cas de succès, je gagnerai donc beaucoup plus avec la bougie cadeau. Je vais gagner quasiment 5 fois plus avec une bougie cadeau. Donc ma bougie cadeau, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une Ouais, configuration j'allais te récurrente le dire. Là, il y en a plein. et Des en tout plus, elle petits fonctionne dans toutes chandeliers. les unités de temps. Ici, on a un graphique avec une unité de temps semaine. Ici, on a un graphique avec une unité de temps mois, c'est-à-dire qu'une bougie égale un mois. Ici, une bougie égale une semaine. Et ici, ben, une bougie égale un mois. Et on voit bien qu'à chaque fois avant cette résistance-là, on a une petite bougie cadeau. Ici, ici, ici. Alors, ce qui est Compression. intéressant, c'est que sur le premier cas, par exemple, on a gagné 80 fois notre risque. 80 fois notre risque. On peut être ultra nul, on sera ultra profitable. Le deuxième cas ici, on a gagné 34 fois notre risque. Si j'étais entré sur cette bougie-là
Ou cette bougie-là, qui était beaucoup plus volatile que ma bougie cadeau. J'aurais eu une taille de position 2, 3, 4 fois plus petite. Et il m'aurait fallu un taux de réussite 2, 3, 4 fois supérieur pour la même chose. Et ici, pareil, on a une toute petite bougie cadeau juste avant la cassure de la résistance. Donc la bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Bien évidemment, plus les unités de temps sont élevées, plus c'est fiable. Et ça change toute la donne. Petite question, est-ce que la bougie cadeau est accompagnée d'un faible ou d'un gros volume? Idéalement, faible volume, Oui, mais bon, après, peu importe. Ce qui est hem, intéressant dans la bougie cadeau, c'est pas le volume, c'est que la volatilité est faible. est faible, c'est une contraction. Est-ce qu'on attend que la bougie soit close pour prendre position? L'idéal, oui, parce que c'est quand même bien de casser le haut de cette bougie cadeau pour avoir une confirmation qu'on part bien vers le haut. Donc tu constates ta bougie journalière cadeau ou ta bougie hebdomadaire cadeau Ou même et à une la heure, hein, ça peut être une bougie 1 heure, ça peut être une bougie 5 minutes, 15 minutes. et aux cassures du haut de cette bougie cadeau, tu rentres avec Tout un à fait, stop sous le plus bas de la bougie cadeau et étant donné sa faible volatilité, ça te fait un stop relativement faible. tout à fait. C'est exactement ça. Donc le fait d'entrer sur la cassure de la bougie cadeau à très faible volatilité ou à forte volatilité a un impact considérable sur le taux de réussite nécessaire ensuite pour être profitable. Donc on va choisir effectivement plutôt une bougie cadeau plutôt qu'une bougie très importante à grosse volatilité. En entrant sur la cassure de la bougie à faible volatilité, je m'autorise un très fort taux d'échec tout en restant profitable. Je m'autorise un très fort taux d'échec. Plutôt que de chercher après l'open toutes les valeurs qui grimpent ce matin avec la tête enfarinée et d'entrer à l'arrache au doigt mouillé, on va faire nos devoirs la veille au soir. C'est plus intéressant. Et on va rechercher les bougies cadeaux qui précèdent une cassure de résistance potentielle pour établir un scénario pour le lendemain. C'est-à-dire qu'on fait ses devoirs. On n'arrive pas à l'arrache. Vous avez tous eu une quinzaine d'années comme moi. On a tous fait nos devoirs à l'arrache devant une porte de salle close qui allait s'ouvrir 3 minutes après. Ça, on ne le fait pas en trading. En trading, on fait ses devoirs la veille et le lendemain, tout est préparé. Les bougies cadeaux ne se découvrent pas, elles se cherchent. À ce En plein sujet, quelqu'un paradoxe. quelqu'un demande si on peut les détecter avec des screeners. Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut les détecter avec des screeners. Michael dit: «L'intérêt de la bougie cadeau, c'est le risque qui est tout petit, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de configuration, c'est un peu aléatoire». C'est-à-dire? J'aurais envie de dire que en fait, c'est l'environnement préalable. L'environnement préalable, c'est qu'on soit pile sous une résistance. C'est exactement ça. La seconde chose, c'est qu'au préalable, la dynamique des prix, elle est haussière et pas baissière. Donc on a d'une part des cours qui montent sur les séances qui précèdent, d'autre part une bougie qui est pile sous résistance, d'autre part une bougie qui a un faible volume et une faible volatilité et l'entrée encore une fois ne se fait pas sur cette bougie-là, mais bien la cassure du haut de cette bougie-là, donc sur le signal validé. Auquel Et cas, ce n'est donc clairement pas une stratégie aléatoire, mais une conjonction de facteurs. Tendance haussière, on a bien une, résistance, faible configuration volatilité, faible volume. tout à fait et on a bien une vraie configuration. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance qu'on a déterminée à l'avance et on a cette petite bougie juste avant la résistance. Mmh. On a une config ici. On a un spot idéal pour acheter. Que ça fonctionne pas, on s'en fout. On a le spot idéal. On va le retenter plusieurs fois. On fait bien la différence ici. Souvenez-vous du concept numéro un. On fait la différence entre hasard et probabilité. Mmh. Ici, on joue clairement des probabilités, puisqu'il nous faut un taux de réussite très faible pour être profitable. J'arrête de te couper, il nous reste 10 minutes pour Ah, qu'on pas de fasse le problème. Alors, on va dernier, avancer. Concept numéro 5, choisir les meilleures périodes, savoir quand tirer le meilleur parti des marchés. Alors, imaginons deux cas de figure ici. Bon, là, ça doit être en Bretagne, hein. Pardon, Nicolas, hein. Ici, ça doit être en Nicolas. Ah, ça doit être en Bretagne. Et puis ici, on va dire plutôt en Provence. Tu dois parier sur le fait que demain sera une belle journée ensoleillée. Mais tu as la possibilité de choisir le jour de l'année où tu places ton pari. Est-ce que tu choisirais le milieu de l'été, la semaine la plus chaude de l'année,
Ou alors choisirais-tu la plus froide de l'année, avec les jours les plus courts et les plus froids, avec les conditions météo les plus défavorables? Quand est-ce que tu aurais le plus de chances de ton côté d'avoir une journée ensoleillée, une belle journée ensoleillée? En plein été. Eh bien, il y a des périodes faciles et il y a Mmh. des périodes difficiles. Ici, j'ai Le mis un fameux graphique que environnement de j'avais marché voilà, j'avais déjà posté ça sur, Twitter, je crois de sur mémoire. Twitter et souvent tu Le mettais le CAC Daily avec MM200. Exactement. Là, on est sur du CAC 1 heure, donc une bougie égale 1 heure. Et puis ici, on a une belle hausse. Et pendant cette période-là, si vous allez sur les forums ou Twitter ou peu importe, on va vous dire: «Ouais, mais là, c'est facile de gagner, il y a tout qui grimpe, même les bouses». On en a vu, hein, pourtant des bouses qui ont fait des sacrés gros mouvements, hein. Effectivement, c'est facile, tout grimpe, même les bouses. Personne vous donne une médaille parce que vous avez tradé en marché difficile. C'est facile? Eh ben, OK, on y va. Et à contrario, on a juste ici la suite. Rien ne tient, tout chute, même les bons dossiers, même les boîtes qui annoncent des belles perfs, qui font des bons communiqués et qui annoncent des bons chiffres. Ah bah elles sont vendues. Bah ouais, le taux d'échec il est important, les bonnes nouvelles sont sanctionnées, la moindre petite hausse est vendue pour prendre des petits profits de gagne petit, effectivement. On a une chance incroyable, on peut choisir notre période de marché. On a le choix entre nager difficilement contre la vague, comme ici, ou alors le cas numéro 2, le B, où on peut simplement se laisser porter par la vague. Personne ne te donnera une médaille parce que tu as tradé en période difficile. À quoi ressemble la majorité des journées en période difficile, en période compliquée? Eh ben, ça ressemble à ça. Sur quoi je peux faire des hausses? Non, je vais perdre de l'argent n'importe où. Sur n'importe quelle valeur, je vais perdre de l'argent. Alors oui, il y en a peut-être une sur ou 2 ou 3 sur 860 éligibles en PEA qui vont grimper. Est-ce qu'on est capable de trouver 3 valeurs sur 860? En termes de probabilité, bah, vaut mieux aller avec le marché. Donc des journées comme celle-ci, il y a très peu de valeurs qui résistent. On va surtout redonner des gains au marché. Pourquoi limiter son drawdown? Alors, qu'est-ce que c'est que le drawdown? On fait de la perf et puis on a un point le plus haut de notre courbe, le plus haut de notre capital et puis derrière on redonne des gains. On chute, on redonne des gains, on perd du capital. Le drawdown, c'est ça, c'est la différence entre le point le plus haut et le point actuel. Si on considère un trader A qui fait de la perf et il redonne beaucoup au marché, quand les marchés vont être à nouveau profitables, quand on va à nouveau avoir le vent dans le dos, eh bien la majorité de la perf qu'on va faire va servir uniquement à revenir à notre point le plus haut du capital. Et après, on fera un petit peu de performance. En revanche, ici, on a le trader B. Il a toujours la même perf, mais par contre, il redonne beaucoup moins un marché parce qu'il évite les périodes difficiles. Quand les marchés reviennent à nouveau, quand on a à nouveau le vent dans le dos, eh ben, pendant un petit moment, on refait de la perf pour revenir à notre point le plus haut. Et derrière, on fait de la perf pure. On fait monter encore notre capital. Donc le trader A, il trade les périodes difficiles, il redonne une grosse partie au marché et puis bon, il reprendra sa peine. Le trader B, lui, il trade que les meilleures périodes. Comment ça se passe? Eh ben, le trader B, il fait de la perf, ni plus ni moins. Donc limiter le risque et le drawdown durant les périodes difficiles, c'est maximiser ses rendements composés futurs. Ne pas oublier, on fait du rendement composé. Même si on fait du court terme, on fait du rendement composé, on conserve, ceux qui suivent la formation, ça je le rabâche tous les jours, on conserve l'equity curve haute. On reste sur le haut, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment est-ce qu'on repère les meilleures périodes? Alors ici, je vous ai mis un graphique, il y a beaucoup de choses, je vais détailler, mais en bleu, on a la moyenne mobile 10 jours, qui est supérieure à la moyenne mobile 20. On voit qu'ici, on a un flux haussier. En bleu, ici aussi, on a un flux haussier. Et puis, j'ai mis en jaune lorsqu'on a la moyenne mobile 5 supérieure à la moyenne mobile 10. Alors, c'est un exemple, à chacun de choisir ses repères pour filtrer les bonnes périodes des marchés. Mais moi, j'utilise celle-ci, ça me convient très bien. On voit bien qu'on a des flux court terme et des flux moyen terme, des flux court terme, des flux moyen terme. Et on voit bien qu'à ce moment-là, il y a tout monte, tout qui monte, toutes les actions montent. Et à contrario, quand il y a rien, quand il y a pas de flux,
et ben, tout chute. Et je m'étais amusé, ben, pour, les personnes qui suivent la formation, on a un screener, un scanner de marché qui nous donne toutes les valeurs qui correspondent à nos aux configurations qu'on recherche. Ici, on avait 125 valeurs sur 860 qui correspondaient à ce qu'on recherche. Quelques jours après, après une chute des marchés, on en a plus que 89. Et puis après, on en a plus que 45. Et puis plus que 18. Et puis plus que 9. Et puis plus que 2. Si vous pensez pouvoir nager à contre-courant, le vent de face, etc., et de se dire, ouais, mais moi, je vais trouver les actions qui vont tenir, etc., pensez, on est passé de 125 à 2 valeurs. Vous êtes capable de trouver les 2 qui restent haussières sur 860? Vraiment? Est-ce que c'est du hasard ou des probabilités? Moi, je préfère jouer les probabilités. Donc, plus le temps se dégrade, moins il y a de valeurs qui correspondent à mes critères. Et donc, il est préférable d'avoir le CAC qui pousse notre valeur vers le haut plutôt qu'il tente de la tirer vers le bas. Parce qu'à partir du moment où il va tenter de la tirer vers le bas, plus les jours vont passer, moins notre valeur elle va tenir facilement. Et à un moment, elle va lâcher. Lorsqu'il n'y a pas de vent, je reste au port. J'adore cette phrase. Du coup, toi, quand tu as un CAC baissier, on casse des moyennes mobiles et cetera, ton travail de screening, de passer en Mmh. revue tes valeurs, de chercher des bougies cadeaux et cetera, tu le fais moins, tu le fais peu, voire même tu laisses le PC fermé? Ouais, tout à fait. Mais je dirais même d'une manière générale pour tout le monde. Parce que je reviens sur mes périodes ici qui sont les belles périodes d'achat. J'achète au début de ces périodes-là. Quelqu'un qui veut faire des ETF, est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter le début de la période plutôt que la fin de la période? Quelqu'un qui achète une action pour faire du trend following, est-ce que c'est pas plus intéressant de l'acheter en début de période? Quelqu'un qui veut faire du swing trading, est-ce que c'est pas plus intéressant de l'acheter en début de période? Quelqu'un qui veut faire de l'intraday, est-ce que c'est pas plus intéressant de l'acheter pendant cette période-là? Finalement, le début de la vague haussière, il est intéressant pour tout le monde. Et donc, en résumé, il est possible d'appliquer des filtres pour ne trader que les meilleures périodes et laisser les périodes difficiles de côté. Les hausses étant beaucoup plus faibles que et puis les échecs nombreux, cela évite de creuser le drawdown. Moins on creuse le drawdown, plus vite on fera à nouveau de la performance lorsqu'il fera à nouveau beau sur les marchés. Si on souhaite malgré tout trader durant les périodes difficiles, ça peut arriver, hein, il peut être judicieux d'utiliser un risque 2 fois plus petit afin de creuser le drawdown 2 fois moins vite et moins profond. Et en période difficile, les taux d'échec des configurations sont beaucoup plus importants. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. À partir de demain, ta performance change définitivement. Qu'est-ce qu'on fait? On surfe les vagues haussières de l'indice. On prend en compte les probabilités en créant un model book et en recherchant les configurations similaires. Ah ouais, mais c'est du job. Bah ouais, c'est ton job. On n'a rien sans rien. Rechercher les bougies à faible volatilité, proches d'une résistance, qui vont t'offrir un gain potentiel important pour un risque minimum. On met un stop loss pour limiter les pertes et les conserver petites. On vire les grosses pertes de notre compte. Et on calcule précisément les tailles de position pour savoir, avant même d'acheter, combien on risque si le scénario tourne en notre défaveur. Pardon. Et donc, on passe à la fin. Ici, vous allez pouvoir, il suffit de scanner le QR code ici pour télécharger le pack avec tous les slides, etc., le PDF. Sinon, si vous pouvez pas scanner, vous allez vous rendez sur l'adresse investirzen.com/pack et puis bah, vous pourrez tout télécharger. Et donc, est-ce qu'il y a quelques questions? Oh, je pense qu'il y en a, Christophe, mais nous n'aurons pas le temps d'en poser plus. Je te les ai posées au fur et à mesure de cette présentation. Super. Il est 12h55, merci pour ce cours. Avec grand plaisir. Merci à toi. Certains auraient voulu peut-être certains des exemples, des choses comme ça. Le but ici, c'était de parler des règles. C'était pas de vous donner des exemples actuels ou des actions à suivre dans la semaine. C'est le but, c'est que ce webinaire, vous puissiez l'écouter dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans, il soit complètement toujours d'actualité. Sinon Christophe est de toute façon, il est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lui écrire sur son site.
Merci beaucoup pour ta présentation, Christophe. Donc, comme on l'a Merci dit en beaucoup. début d'émission, les slides, vous pouvez les télécharger. On vous met le lien dans le chat pour ceux qui regardent cette émission a posteriori. Eh bien, on vous mettra le lien également dans la description. Sur ce, Christophe, je te dis à plus tard. Je dois passer à la suite. Merci Nicolas, merci à tous. Merci de ton temps et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.